Ferrari en forme, peut-être enfin un nouveau podium. L'histoire Verstappen-Mercedes qui continue et on n'a pas fini d'en entendre parler. C'est parti pour un nouveau débrief. J'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce nouveau débrief. On se retrouve ce week-end à Silverstone pour ce deuxième rendez-vous de la saison et ce qui nous amène officiellement à la moitié de la saison. Rendez-vous avec beaucoup d'attentes surtout autour de Lewis et Ferrari, avec espoir de certainement revoir la victoire de l'année dernière. Et c'est vrai qu'en ce début de week-end, on pourrait peut-être y croire un petit peu. Allez c'est parti, passons aux infos et essais de ce week-end. On commence avec un petit point sur le circuit et la météo. Non pas que je vais jouer météo France. Ce que ça veut vraiment dire, c'est surtout que niveau stratégie pour la course, il peut se passer pas mal de choses. Des changements stratégiques de dernière minute ou alors certains pilotes qui seront avantagés, ça nous promet de très belles choses. Et peut-être même que Verstappen sera content vu le paquebot qui se doit de conduire ces derniers jours. Bref, je vous disais, circuit mythique de Silverstone, très apprécié des pilotes, avec son tracé exigeant mais surtout très rapide. On pourrait partir sur une stratégie à 1 ou 2 arrêts, tout dépend des écuries et de leur choix fait. Mais étant donné que la météo est extrêmement changeante sur place et que surtout c'est annoncé, il y aura certainement de la pluie, donc avec un temps qui change vite et qui peut être très menaçant sur ce circuit, il y a grande chance que les stratégies ne restent pas figées. Le sujet avait déjà fait l'effet d'une bombe la semaine dernière, on en avait parlé et c'est toujours le sujet du moment. Les rumeurs s'intensifient et beaucoup donnent déjà raison à celle-ci. Max Verstappen chez Mercedes, cela pourrait réellement se passer. Et comme vous pouvez le voir, pour son plus grand bonheur, il se fait envahir par les mêmes questions depuis déjà 2 semaines. Est-ce qu'il va réellement partir chez Mercedes ou alors est-ce que le contrat est même déjà signé? Et pourtant, c'est toujours la même chose qui nous répond, il n'est au courant de rien ou alors il n'a rien à ajouter. Pourtant, s'il y en a bien un qui a lâché la bombe et qui commence certainement à s'inquiéter, et même deux au final, c'est bien Russell et Antonelli. Et pour le moment pour eux, on n'a pas l'impression qu'il y a un contrat qui a été signé. Alors est-ce que ces discussions sont ralenties à cause de potentiellement la signature de Verstappen? Mais comme Russell le dit, il suffit de performer et de faire de très bonnes courses pour que les rumeurs s'arrêtent très rapidement sur la signature de son contrat. Bon, ça revient à ce qu'on disait déjà la semaine dernière. Il est vrai que Kimi pourrait être, et les rumeurs tournent autour de ça, comme futur coéquipier de Verstappen pour 2026 si cela est signé, évidemment. C'est beaucoup des si. Mais bon, tout ça, ça peut être aussi juste des grandes rumeurs pour renégocier tous les contrats. Est-ce que tout cela permettrait à Mercedes et à Russell de négocier un meilleur contrat? Et de la même façon, est-ce que Verstappen et Red Bull permettraient de renégocier les termes? Mais bon, Léon dit, vous le savez, on peut en faire des millions. Derrière tout ça, on n'a pas la vérité, on est au courant de réellement rien. On peut juste faire des spéculations et espérer avoir une petite nouvelle un jour. Dans tous les cas, vu l'état de la Red Bull et comment elle peut être compliquée, pas étonnant que certains pilotes commencent à aller voir ailleurs. Mais une nouvelle question qui va se poser, c'est que si Verstappen s'en va réellement, qui va s'asseoir dans la Red Bull à sa place? Est-ce que Tsunoda resterait? Est-ce que Hadjar, du coup, aurait la chance et l'opportunité de venir dans la Red Bull? C'est vrai qu'on est tous plutôt alignés sur cette réponse et de dire qu'il ne faudrait pas qu'il y aille tout de suite, mais en même temps, est-ce qu'un pilote se doit de refuser l'opportunité d'aller chez Red Bull? Pas sûr. Et chez Racing Bulls, alors, qui on aurait? Est-ce que Lawson resterait? Et est-ce que on aurait le jeune rookie Arvid Lindblad? J'espère que je le dis bien. Le pilote dont Red Bull a quand même demandé l'acquisition de sa licence pour la F1 avant ses 18 ans. Bref, je vous laisse ça avec pas mal d'interrogations, parce qu'il est vrai que si une place se libère chez Red Bull, je pense que le marché des transferts peut être un peu plus chamboulé. Bon, s'il y a bien des autres écuries en difficulté depuis quelques GP, c'est bien Williams, Haas et Alpine, qui enchaînent les problèmes, les arrêts, sans même marquer de points. Si Briatore, lui, est persuadé que la voiture peut faire mieux et ne se gêne pas pour lancer des pics à ses pilotes, ça ne change en rien le résultat de la course et le ressenti souvent bien partagé de Gasly, où il souligne effectivement que lui il arrive à tirer peut-être le maximum de la voiture en qualif qui se comporte un peu mieux, mais pendant la course tout s'effondre et souvent c'est bien plus compliqué. On le sait et il le partage aussi, Alpine s'est focus sur 2026 dès le début d'année au détriment de la voiture de cette année et forcément quand toutes les autres écuries continuent d'améliorer leur monoplace de cette année, un écart est forcé d'arriver. Alors que du côté de Williams, où on sait l'équipe travaille dur pour essayer de comprendre ce qui se passe et d'où viennent tous ces problèmes dernièrement, alors il se pourrait que cette fois-ci, ça y est, ils soient sur une piste et cela pourrait enfin leur permettre de revenir sur le devant, en tout cas sur le milieu de grille, comme ils pouvaient l'être en début d'année. Ou du moins d'être un peu plus dans les points et de surtout finir une course. Un sujet qu'on a encore abordé déjà la semaine dernière, la FIA pourrait avoir un nouveau candidat à la présidence. Alors je pense qu'on en reparlera plutôt lors d'un prochain débrief ou d'une prochaine vidéo, surtout lorsqu'on aura plus d'informations autour de ça, parce que là on se retrouve un peu à chaque débrief de parler d'une nouvelle personne et au final je pense que ça en perd son intérêt. Autant attendre d'avoir un peu plus d'infos. On terminera avec les dernières infos du week-end. Les dates des essais hivernaux ont été officiellement annoncées et par la même occasion un GP qui a été décalé au samedi. Donc pour 2026 on commencera avec des essais à Barcelone du 26 au 30 janvier. Les écuries choisiront 3 jours sur ces 5 jours sur lesquels elles choisiront de rouler. Alors ces essais, ils auront lieu à huis clos. Aucun journaliste, aucune info, rien ne sera partagé, sauf techniquement les temps
fait par les voitures, mais je suis même pas sûre de ça. On rajoutera même que les abords du circuit seront sous surveillance pour être sûr qu'aucune info ne fuite. Les autres essais sont ceux, on va dire, habituels, direction Bahreïn, qui se dérouleront du 11 au 13 février et du 18 au 20 février. D'ici là, on aura certainement une bonne idée de comment se comportent un peu les monoplaces avec toute cette nouvelle réglementation qui arrive. Dans tous les cas, on n'aura pas à attendre bien longtemps puisque le premier GP de la saison 2026 arrive début mars, du 6 au 8 à Melbourne. Et je vous parlais d'un GP qui est décalé au samedi, c'est le Grand Prix d'Azerbaïdjan, donc du jeudi au samedi plus précisément, pour cause de jours commémoratifs, tout simplement. Deux rookies dans cette première séance d'essai libre. Alors on a eu Arvid chez Red Bull, je vous en ai parlé juste avant dans les infos, certainement une façon aussi de le mettre en avant et de montrer que Red Bull a confiance en lui. Et Paul Aron, qui lui a été gentiment prêté de Alpine pour chez Sauber. Est-ce que c'est une manière de voir son potentiel sur piste? Peut-être. Bon, officiellement c'est parce que Sauber n'a pas de pilote de réserve, mais on a le droit de se poser cette question, je pense. Bon, alors si on résume ces deux premières séances d'essai, compliqué pour Red Bull et Alpine, mais Ferrari qui eux sont en plein rêve. Les améliorations de ces dernières semaines ont l'air d'enfin fonctionner, ou même les réglages qui ont été faits fonctionne et permet surtout une meilleure confiance dans la voiture et de meilleurs ressentis. Et les McLaren seraient déjà inquiètes de voir les Ferrari. Mais Norris vient bien le dire en interview et parle de Ferrari comme peut-être l'écurie à battre pour ce week-end. C'est vrai que niveau résultat ça change pas, McLaren toujours sur le devant et des batailles avec Ferrari, Mercedes et Red Bull à l'arrière. La différence c'est que cette fois-ci, Ferrari pourrait être bon en qualif. En tout cas, meilleur que d'habitude. On en reparle après pour les qualifs, mais il n'en reste que sur les différentes simulations des différents relais, elles se placent plutôt bien. Bon, une deuxième séance qui a été un peu plus mitigée, plus compliquée à cause de la météo. Bon, on en a déjà parlé, mais on est sur un circuit où la météo change quand même plutôt vite. Mais bon, c'est clairement pas l'inquiétude des pilotes pour les essais, peut-être un peu plus pour la qualif, mais c'est réellement pour la course où on surveille les radars. Chez Alpine, on garde confiance malgré que la voiture soit toujours très compliquée. Les pilotes le confirment, pour eux ils ont une voiture rapide et pas trop mauvaise, mais qui a encore trop peu de constance. L'équipe cherche une solution, mais les pilotes n'en sont pas plus rassurés, et surtout déjà bien pessimistes pour cette deuxième partie de la saison. Ferrari qui continue d'être la surprise de ce week-end, Leclerc qui signe le meilleur temps de cette troisième séance, une séance interrompue plus d'une fois pour cause de monoplace qui part dans les barrières, Bierman qui sous drapeau rouge et une mauvaise anticipation de ses freins, finira dans les barrières et il écopera du coup de 10 places de pénalité et 4 points sur sa licence. Bon alors c'est surtout parce que sur les données il aurait pas respecté la vitesse sous drapeau rouge et ce qui cause cette pénalité. Et on abrégera une nouvelle fois la séance à cause de Bortoleto qui perd l'arrière de sa monoplace et surtout sa suspension qui lâche, ce qui clôturera cette séance d'essai pour lui mais aussi surtout pour les autres pilotes. Si tous les espoirs d'une pole pour Ferrari étaient présents, ils n'auront pas duré longtemps. Parce que même si sur le papier il n'y a pas eu de pole, les qualifs ont quand même été très intéressantes. Et surtout, les écarts entre les 6 premiers qui se positionnent sur la grille ne sont pas si grands que ça par rapport à d'habitude où on a quand même une sacrée différence avec les McLaren. Reprenons dans l'ordre la Q1. Les pilotes ne traînent pas à sortir à chaque fois dans tous les cas pour essayer d'avoir les meilleures conditions météo possibles. On l'a vu, les rafales de vent et la pluie peuvent venir très vite tout chambouler, mais ça ne sera pas à cause de la pluie que Colapinto nous fera cette sortie. Il perd la monoplace et part en tête à queue. Dans le dernier virage, il n'arrivera pas à repartir et malheureusement s'arrêtera, ce qui causera un drapeau rouge. À la reprise, ça sera Hamilton qui a eu extrêmement chaud de ne pas sortir dès cette première partie de qualification. Une monoplace avec trop peu d'essence, pas le temps de refaire une tentative et on entend bien la frustration de Hamilton qui ne comprend pas comment c'est possible. Colapinto, Hülkenberg, Stroll, Bortoleto et Lawson ne passeront pas en Q2 malgré des temps extrêmement serré. C'est pour cela que Gasly et Hamilton, comme je vous disais, ont eu extrêmement chaud de ne pas sortir. En Q2, le retour des Ferrari qui signent les meilleurs temps, Gasly qui surprend et réussit même à passer jusqu'en Q3, et malheureusement, à cause de ça, c'est Tsunoda qui ne passera pas justement et restera en Q2. Gasly qui parle justement du fait que Alpine ont fait des changements de dernière minute sur la monoplace et ces changements ont l'air de plutôt fonctionner, en tout cas pour les qualifications. Alors de base il partait P10, mais à cause ou grâce, choisissez, avec les pénalités des autres pilotes, il partira finalement P8. On saluera une qualification exceptionnelle de Bierman qui signe une P8 avant de prendre ses 10 places de pénalité où il partira finalement P18. Dans tous les cas, je pense qu'on peut quand même souligner que dans cette première partie de saison, les rookies nous ont quand même vachement impressionnés. En dehors du fait que certains n'ont pas les mêmes monoplaces, on le sait, ils ont réussi tous à nous montrer quand même qu'ils sont de vrais bons pilotes et je pense que si déjà sur cette première année, sur cette première partie de saison, on réussit à autant nous impressionner, j'ai très hâte de voir la suite et ce que ça va donner. Le dernier virage,
les aura presque tous eus, peu arriveront à faire des tours parfaits. Ce qui coûtera très cher au Ferrari. Hamilton, qui a souffert du sous-virage et qui lui fera perdre ses quelques dixièmes, il était persuadé que sans ça, il aurait certainement pu signer la deuxième position. Il se positionnera du coup en 5e position sur la grille. Leclerc qui suivra son coéquipier et qui, on le sait, je le sais, ça a tourné, s'est bien énervé de son erreur et est très déçu de lui-même avec la même erreur dans le dernier virage, qui lui du coup signera sa 6e position. Russell qui place sa Mercedes en excellente position avec des très bons tours tout le long de ses qualifications. C'est entre Verstappen et Piastri que la bataille s'annonce excellente, avec moins d'un dixième d'écart sur cette fin de Q3. Kimi qui a aussi fait de très belles qualifications, mais lui écope de ses 3 places de pénalité. Pour le GP d'Autriche, rappelez-vous, il nous avait fait un magnifique tout droit où il avait embarqué Verstappen avec lui, ce qui signait la fin du GP pour eux deux. Colapinto qui partait fin de grille suite à son erreur au tout début des qualifs, partira de la voie des stands suite à des changements sur son unité de puissance. Si le risque de pluie ne fait que grandir pour la course, rien n'est encore sûr à 100%. Mais alors si la piste reste majoritairement sec, Max pourrait être le favori et le plus à l'attaque. La McLaren serait certainement plus à l'aise si le temps change un peu avec des moments de pluie, avec surtout ses meilleurs appuis, mais encore faut-il que les pilotes ne s'accrochent pas. Et si Piastri reste prudent, les autres écuries sont pour lui à surveiller, que ça soit Russell ou les Ferrari. Mais bon, dans tout ça, comme je vous disais, est-ce que les McLaren sont capables de ne pas s'accrocher une nouvelle fois? Est-ce que les Ferrari sont enfin capables de revenir sur le devant? Et surtout, est-ce qu'il n'est pas temps d'en parler? Il n'aurait pas fallu attendre longtemps avant d'avoir nos réponses à ces interrogations. Un tour de formation qui a évité la pluie mais sur une piste encore mouillée. Pourtant, ça ne durera pas. Toutes les monoplaces prennent un départ en intermédiaire. Pourtant, avant la fin du tour de formation, et oui, ça va très vite. Certains prendront le pari d'aller changer de pneus pour des médiums, puisqu'on a une piste qui est déjà en train de sécher. Leclerc et Russell prendront du coup le pari de changer de pneus. C'était certainement une très bonne idée, une bonne stratégie, vu comment la piste s'améliorait et comptait s'améliorer très rapidement, mais ça c'était avant que les deux Virtual Safety Car arrivent. Et en plus de ça, un début de pluie annoncé moins de 10 tours plus tard. Malheureusement, je vous ai dit, de Virtual Safety Car, on aura bien des malheureux dans tout ça. Lawson, Tsunoda, Ocon qui se retrouvent tous en sandwich, mais il n'y aura qu'un seul réel perdant, Lawson. Bortoleto qui dans une reprise perdra une nouvelle fois l'arrière de la monoplace et abandonnera la course dès ce 5e tour. Je vais vous parler de Lawson, mais ça continue un très mauvais week-end pour Racing Bulls en général, avec cette fois-ci la sortie de Hadjar, où les conditions de piste ont vraiment complètement changé, où on arrive à un endroit avec beaucoup de pluie et aucune visibilité. Suite à ça, l'accrochage était presque sûr d'arriver. J'ai pas parlé de Colapinto, mais Colapinto n'a même pas pris le départ, il s'est arrêté après le tour de formation et s'est arrêté là. Selon sa radio, quelque chose de cassé, on n'en sait pas plus. C'est là que ça devient un peu plus tricky, puisque est-ce qu'il faut prendre le risque de faire un arrêt sous safety car pour gagner un tout petit peu de temps, ou alors attendre que la pluie arrive réellement et à ce moment-là changer de pneumatique. Parce que là, ceux qui ont des inters glissent et ceux qui sont sur médium glissent aussi. Dans tous les cas, des deux côtés, ça va être très compliqué d'attendre que la pluie arrive et en même temps, impossible de faire un arrêt avant alors que la pluie va arriver dans 5 minutes. Piastri qui a fait un très bon départ de course, qui se place en leader avec une avance de plus de 12 secondes malgré des conditions déjà compliquées. Leclerc qui faisait même ses meilleurs temps sous grosse averse. Pourtant, ça y est, la safety car est arrivée pour cause de mauvais temps. Sur le moment, j'avoue que moi, j'étais pas trop d'accord. Je me suis dit, bon, ils ont même pas encore mis les wets, ils sont tous en inter, ils n'ont même pas tenté. Mais il suffit de voir 2 secondes plus tard qu'il n'y avait vraiment zéro visibilité. Et vu les accidents et les accrochages qui ont déjà eu lieu, vaut mieux limiter la casse. Parce que personnellement, je vois pas trop d'intérêt de regarder un GP où il n'y aura que 3 voitures qui auraient survécu. Et surtout, rajoutons à ça que Leclerc faisait peut-être ses meilleurs temps, mais 2 secondes avant, il a surtout reçu de l'eau des monoplaces et ne voyait rien, ce qui l'a amené à aller en hors-piste. Je vous avais dit, niveau stratégie, c'est compliqué, et encore, on n'est même pas dans la tête des stratégistes de chaque écurie, et eux, je pense qu'ils devaient se tirer les cheveux. Tout ça pour un bon début de course. Alonso, qui se place 14e, sera le premier à tenter les médiums. Grâce à lui, toutes les autres écuries pourront profiter des informations pour voir à quel moment sera le mieux pour passer aussi en médium. Russell le suivra, mais lui tentera les hards. Pour ces deux pilotes, ça sera très compliqué pendant quelques tours, le temps que la piste sèche un peu plus, puisqu'on a encore plusieurs parties de la piste, voire les 3/4 qui est encore vraiment très humide et qui dégage du coup encore pas mal d'eau. Alors qu'on est à 12 tours de l'arrivée et beaucoup attendent l'opportunité pour changer. Bon, on soulignera quand même la performance de Stroll puisque ça n'arrive pas tous les jours et on le sait, c'est un pilote qui est très bon sous la pluie, comme avec Gasly qui sont vraiment de bons pilotes quand c'est des conditions pareilles. Une course magnifique des McLaren qui aurait subi certainement plus de batailles si Piastri n'avait pas écopé de cette pénalité. Une mauvaise gestion de reprise après safety car lui donnera du coup 10 secondes de pénalité. Bon, on sent bien que la pression entre ces deux pilotes McLaren commence à monter et à se tendre de plus en plus. On le sait, ils sont prêts à tout pour gagner.
et surtout être le premier à la fin de cette saison. Un Grand Prix qui bat plusieurs records. Pierre Gasly qui finira 6ème, c'est son meilleur résultat de l'année avec cette Alpine. On voit bien que les améliorations et réglages fonctionnent et fait du bien à l'écurie. Hülkenberg qui finit 3ème, son premier podium. Il est passé de la P19 à la P3 avec des conditions qui n'étaient certainement pas optimales pour une belle course et pourtant une stratégie réussie et bien réfléchie leur a permis de sécuriser cette place. Bon, je pense qu'on est tous heureuses de voir son podium, même si c'est au détriment de Hamilton qui lui se placera en P4 et c'est la première fois depuis 2014 que Hamilton ne montera pas sur le podium à Silverstone. Un Grand Prix avec beaucoup de retournements de situation comme vous l'avez vu. Une tension qui continue de monter pour certains pilotes, mais aussi pour certaines écuries, entre ceux qui se rapprochent et ceux qui s'éloignent. On le sait, c'est une année où McLaren domine, mais pourtant si on regarde les écuries qui sont derrière, ça reste très intéressant. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter et à follow la chaîne. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, vous pouvez me retrouver sur les différents réseaux dans la description. Et sinon, on se retrouve pour un prochain débrief. Prenez soin de vous, bye bye!